Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, parmi les actualités marquantes du jour, les publications d'entreprises qui sont le focus des prochains jours et des prochaines semaines pour les investisseurs, avec quelques grands groupes français qui ont publié leurs chiffres d'activité trimestrielle. La vedette du jour s'appelle Danone. Danone qui s'envole après avoir publié une croissance organique de plus de 7% sur le premier trimestre. Danone qui confirme par ailleurs ses objectifs pour l'exercice en cours et Danone qui confirme un statut boursier de couverture contre l'inflation d'une certaine manière. Le titre Danone est en progression de plus de 9% aujourd'hui, leader bien sûr au sein du CAC 40. On notera également la réaction de marché positive après la publication de Téléperformance dans le domaine des services informatiques, de l'assistance téléphonique notamment. Et puis dans les grands groupes européens, les investisseurs réagissent positivement également à la publication d'ASML, un des grands groupes d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, le leader mondial, il faut le dire, des machines de lithographie, qui confirme une demande très très forte, une demande d'ailleurs que ASML n'arrive pas à servir en totalité aujourd'hui. Le titre a souffert, comme beaucoup de valeurs de forte croissance, de la remontée des rendements obligataires, mais la réaction de marché est positive après la publication d'ASML côté à Amsterdam. Et puis on notera dans le sillage de LVMH et Hermès, une très bonne performance opérationnelle publiée par le groupe L'Oréal hier soir, mais là aussi une réaction de marché un peu en demi-teinte, comme on avait pu le voir après les publications d'Hermès ou encore de LVMH. L'Oréal qui fait partie de ces groupes peut-être dont la valorisation est encore un peu trop chère au goût des investisseurs. Voilà pour la partie microéconomique, encore une fois, qui anime une bonne partie de l'actualité en ce moment. L'autre partie, évidemment, c'est la macroéconomie avec le rapport du FMI qui a été publié hier et qui vient consacrer l'idée qu'il y a un vrai risque macroéconomique en cette année 2022 avec une croissance mondiale, alors publiée, projetée à 3,6% par le FMI, mais qui pourrait être soumise encore à des révisions à la baisse. Et dans les commentaires qui ont été faits par le chef économiste du FMI, le français Pierre-Olivier Gourinchas, on notera le risque que l'accumulation de crises depuis la pandémie, les chocs d'offres successifs et la crise géopolitique majeure générée par l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, cette succession de crises laissera sans doute des séquelles permanentes dans nos économies. On reviendra également sur l'aspect macroéconomique et sur les commentaires du FMI avec Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et puis l'autre aspect, l'aspect marché, ce sera la stratégie d'allocation d'actifs dans le cadre d'un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les investisseurs. C'est en tout cas la conviction d'Alain Bocobza qui viendra partager avec nous ses éléments de réflexion et ses recommandations en matière d'allocation d'actifs pour ce nouveau chapitre. Alain Bocobza, le responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale. Et des marchés qui respirent un peu mieux. Aujourd'hui, c'est une séance de rebond, assez marquée d'ailleurs pour les indices européens à mi-séance. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Le CAC reverdit dans le sillage du rebond de Wall Street. Il en va de même pour la plupart des places européennes, portées par des résultats d'entreprises globalement bien accueillis. À New York, donc, le S&P 500 a terminé en hausse d'1,6%, soutenu entre autres par les bons résultats de Johnson & Johnson. On relève en revanche qu'à la mi-journée, les contrats futurs sur indices américains cèdent du terrain sous l'effet de l'annonce par Netflix de la perte de 200 000 abonnés au premier trimestre, soit la première fois depuis 2011. Une baisse que le géant du streaming explique notamment par la suspension de son service en Russie. Avant bourse, son action chute de plus de 26%. En Asie, le CSI 300 chinois reculait ce matin, plombé par la décision de la Banque centrale qui, malgré les confinements, maintient son taux directeur inchangé. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui, plus forte hausse du CAC, Danone bondit. Le géant de l'alimentation se montre satisfait avec un chiffre d'affaires de 6,2
2 milliards d'euros, en progression de plus de 7% en données comparables. Les prix ont contribué pour près de 5% à la hausse du chiffre d'affaires. On retient aussi que pour l'année, le groupe maintient ses prévisions. Et puis le titre se trouve également soutenu par des rumeurs relayées par la lettre A, selon lesquelles Lactalis étudie une offre éventuelle sur tout ou partie du capital de Danone. Téléperformance grimpe au titre des 3 premiers mois de 2022. Le groupe publie un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros, en progrès de 6,5% en données comparables. Le compartiment technologique se trouve quant à lui porté par le chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes du néerlandais ASML, dont le titre est en nette hausse à Amsterdam. ST Microelectronics avance dans le vert. L'Oréal aussi entre rouge et vert. Au premier trimestre 2022, le groupe a vu son chiffre d'affaires croître de 19% à plus de 9 milliards d'euros par rapport à la même période de l'exercice précédent. À données comparables, la croissance du chiffre d'affaires s'établit à 13,5%. Le groupe bénéficie de la dynamique de sa division luxe. Et puis les banques sont également bien orientées, en atteste le Stoxx 600 associé. En Europe, il connaît la plus forte hausse sectorielle. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Deux invités avec nous en plateau pour parler donc stratégie d'allocation d'actifs avec Alain Bocobza. Bonjour Alain, merci d'être là, responsable mondial de l'allocation d'actifs chez Société Générale CIB, et pour parler des enjeux macroéconomiques en ce début de deuxième trimestre. Et c'est Patrice Gautry qui est avec nous en plateau, chef économiste à l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice. Bonjour. Je commence avec vous Patrice, dans le sillage du World Outlook du FMI qui a été publié hier. Alors évidemment, il y a l'exercice de prévision, toujours très délicat dans des périodes de changement, de bouleversement sans doute un peu structurel. 3,6%, c'est la prévision de croissance mondiale affichée par le FMI. On pourra peut-être en dire un mot. On en discutait avant d'entrer en studio. Je crois que vous êtes un petit peu en dessous quand même de cette prévision. Donc il y a peut-être l'idée que les grandes institutions de Washington, Banque mondiale ou FMI, sont encore peut-être un peu trop ambitieuses sur le niveau de croissance mondiale qu'on peut attendre pour cette année 2022. Dans les commentaires que faisait le chef économiste du FMI, ce qui me marque, c'est l'idée de séquelles permanentes. Après 2 ans d'accumulation de crises, de chocs d'offres successifs, alors issus bien sûr de la crise pandémique, mais encore amplifiés par l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine et la crise géopolitique majeure issue de ce conflit. L'idée de séquelles permanentes, c'est ce qu'on voulait à tout prix éviter quand il s'agissait justement de soutenir l'économie mondiale au moment de la crise pandémique. Visiblement, les séquelles vont être là et semblent irréversibles, en tout cas pour le FMI aujourd'hui. Oui, c'est un nouveau choc. Alors, choc de l'énergie dans un premier temps, et un choc aussi qui est asymétrique, puisqu'on voit bien que ça va impacter différemment les pays développés. On peut en parler donc au sein de la zone euro. On n'est pas tous effectivement à la même aune par rapport à la dépendance du gaz et du pétrole russe. Dépendance aussi et impact sur les pays émergents. Et là, on voit une dichotomie entre les pays exportateurs de matières premières. Les perspectives pour l'Arabie Saoudite se sont améliorées par rapport à l'année passée, alors que les pays importateurs de matières premières et notamment de biens et de denrées alimentaires sont pour certains au bord d'une crise sociale, et ça on l'avait déjà vu dans le passé. Donc au moins ces deux facteurs-là, là on est typiquement sur le choc pétrolier, le choc d'énergie et le choc de matières premières. On voit bien qu'il y a une dichotomie dans l'économie mondiale au sein des pays développés comme au sein des pays émergents. Et puis après, il y a un autre facteur. Même imaginons, soyons positifs, que la guerre s'arrête, que le conflit s'arrête, les sanctions vont rester en place certainement encore un moment. Et derrière, il y a toute une réorganisation de l'économie industrielle, de l'économie mondiale, ce qu'on a appelé la globalisation. Et bien là, la globalisation, elle va s'arrêter dans un premier temps et elle va être reconstruite différemment. Et puis, il y a les volets financiers, les sanctions financières sont là, elles peuvent rester en place et on peut avoir des zones devises, la zone yuan, qui pourrait même s'incorporer ou s'étendre peut-être à une zone rouble, donc yuan, rouble et autres devises par rapport à la zone dollar ou la zone euro. Donc on voit bien qu'on a
a une logique de déglobalisation, une recomposition en fait des spécialisations industrielles, des flux de commerce, des flux financiers, et derrière sous fond de barrières tarifaires. Et effectivement, ça change pas mal. C'est pas l'économie mondiale telle qu'on la connaissait avant le conflit ukrainien. C'est pas l'économie mondiale telle qu'on la connaissait même avant le Covid. Non. Pierre-Olivier Gourinchas, et je salue, c'est un Français, il faut saluer à nouveau l'expertise macroéconomique français, chef économiste du FMI. Il parle de changement technologique. Il cite même l'exemple de la technologie. On va peut-être vers un monde, alors évidemment multipolaire, avec par exemple des standards technologiques différents d'une zone à l'autre. Ça aussi, c'est quelque chose de très très nouveau. Alors je ne sais pas quel enseignement macroéconomique on peut avoir, mais quelque chose de beaucoup moins fluide ou de beaucoup plus frictionnel. C'est ce qu'il faut imaginer peut-être. Oui, on se souvient des années Clinton où M. Clinton, lorsqu'il se déplaçait au travers le monde, et notamment en Chine, venait avec une ribambelle d'industriels américains pour vendre la technologie américaine. Et effectivement, c'est ce qu'on souligne dans ces émergences de blocs de croissance ou de zones de croissance et qui, en définitive, définiraient de nouvelles zones d'échange. On aurait des propres logiques. Et on a déjà eu ce problème de logique. On l'avait avec les normes japonaises, qui n'étaient pas les mêmes que les normes européennes. Si on prend l'électricité, il n'y a pas de marché mondial de l'électricité. Les prises sont différentes à chaque fois que vous voyagez d'un pays à l'autre, de façon très anecdotique. Mais ça révèle effectivement en fait, ces standards technologiques qui peuvent évoluer. Et on voit bien, en fait, et là, il y a un enjeu qui est de moyen terme, qui existait déjà avant le Covid, c'était la course à la technologie. Chacun veut être, je dirais, engagé dans les nouvelles technologies. C'est l'Europe, c'est la France, ce sont les États-Unis, c'est le Royaume-Uni qui vient aussi avec ce côté start-up, essaye effectivement de renouveler son économie, mais c'est aussi le plan chinois qui veut en fait un développement autocentré, c'est-à-dire développer ses propres normes technologiques. On l'a vu avec toute la réglementation, d'ailleurs, des plateformes Internet, des plateformes de paiement, des plateformes de jeux, etc., etc. Donc, effectivement, c'est un monde multipolaire et c'est pas un monde fluide vers lequel on s'oriente. Ça n'est plus un... Alors, l'optimum va être différemment, c'est-à-dire que la logique, c'est qu'il y aura beaucoup plus de coûts, liés à ces différentes normes, mais aussi de barrières tarifaires et de procédures. Une fois qu'on a décrit cet environnement, peut-être pour plusieurs années, Patrice, qu'en est-il de la prévision qu'on peut faire pour la croissance mondiale ? Alors, pour l'année 2022, je le disais, le FMI est à 3,6%. Est-ce que ça paraît encore un peu trop ambitieux, peut-être ? Alors, c'est une révision significative, puisqu'en définitive, on divise par 2 le rythme de croissance. On était presque à 6% en 2021. On passe maintenant à un régime autour de 3%. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques degrés d'optimisme dans les rapports du FMI, sachant quand on prend le consensus des économistes privés, et nous-mêmes, nous nous situons avec une croissance qui est simplement de l'ordre de 3%, ce qui, malheureusement, et je dois le dire, est encore avec des risques, et des risques sous-jacents, parce qu'on ne sait pas quel est le coût final, en fait, de ce conflit, quels sont les dommages que l'on va avoir sur l'activité réelle. On voit bien l'inflation, on a bien identifié la trajectoire sur l'inflation, on identifie mal, maintenant, la trajectoire sur l'activité réelle, tant d'industriels que, bien entendu, au niveau du consommateur. Donc, à 3,5%, il y a encore des risques. À 3%, malheureusement, je dis, oui, il y a encore des risques. Et surtout, un manque de visibilité. Et c'est ça, moi, qui peut-être m'inquiéterait le plus à un moment où les banques centrales sont en train de resserrer la manne financière. Ça transparaît très clairement. Effectivement, les risques sur la croissance aujourd'hui l'emportent dans l'esprit des investisseurs, des économistes par rapport aux risques sur l'inflation. Au niveau d'inflation qu'on a déjà atteint, je rappelle 8,5% aux États-Unis, notamment sur le mois de mars, dans un contexte où les banques centrales ne cessent pour l'instant d'être toujours plus agressives dans leur communication. La question brutale, Patrice, c'est comment est-ce qu'on peut éviter, alors si ce n'est éviter, reporter le plus loin possible l'arrivée d'un renversement du cycle économique, pour ne pas dire récession. Alors, j'espère que la chance que l'on puisse avoir, c'est le pragmatisme des banques centrales. Et aujourd'hui, en fait, notamment la Fed me semble engagée dans une espèce de course, c'est-à-dire elle monte les taux pour effectivement réduire l'écart qu'il y a entre une politique monétaire qui est encore accommodante, qui est bien en dessus du point neutre en termes de taux, c'est-à-dire qui continue encore à injecter des liquidités, qui en injectera de moins en moins, mais qui repositionne sa politique monétaire comme étant au mieux neutre, c'est-à-dire en fait ne stimule plus l'activité, voire commence à la ralentir. Eh bien en fait, c'est jusqu'où on peut aller dans ce repositionnement vers la neutralité
sachant qu'on va mordre aussi un petit peu, il faut refroidir le marché de l'emploi et il faut refroidir un petit peu l'économie américaine. Et c'est là le pari est certainement au cours du deuxième trimestre, c'est-à-dire combien l'activité réelle, en plus des chocs que l'on vient de mentionner, peut absorber de contraintes monétaires et de contraintes financières. Et pour l'instant, l'analyse de la Fed est encore positive en disant il y a encore de la place et on peut y aller. Et c'est un petit peu la même analyse avec une distance ou un certain éloignement, mais qui est faite au niveau de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire il faut arrêter les injections de liquidités, ça on peut le comprendre. Par contre, commencer à parler dès les mois de juillet ou de septembre de hausse de taux d'intérêt directeur me semble un petit peu plus délicat par rapport à la balance des risques que l'on a sur la croissance. Donc, on va tester en fait le point de résistance, le point de retournement, jusqu'où l'activité réelle peut absorber en fait des contraintes financières, sachant qu'on parlera après des entreprises et de l'endettement des entreprises, mais ça sera pour 2024-2025. Comment vous évaluez justement les marges de manœuvre quand vous regardez le marché du travail américain, par exemple? Je crois que c'est peut-être la Fed de New York ou la Fed de San Francisco qui avait fait cet exercice. On est sous les 4% de taux de chômage aux États-Unis. Voilà, partant même d'un point aussi bas que 3,5% ou entre 3,5% et 4%, une remontée de 50 points de base, de 100 points de base du taux de chômage se traduit directement par une entrée en récession de l'économie américaine. On n'a pas l'impression qu'il y a énormément de marge de manœuvre, quand bien même la photographie de l'emploi aux États-Unis semble magnifique aujourd'hui. Oui, alors le taux de chômage est la variable très décalée dans le cycle, c'est-à-dire que les indications, et effectivement au cours du deuxième trimestre, je pense qu'on peut avoir déjà des indications sur les créations d'emplois. Donc avant de parler du taux de chômage, je parlerai des créations d'emplois. Imaginons qu'aujourd'hui on est bien au-dessus des 100 000, mais en dessous de 100 000 créations d'emplois. Je pense que là, la Fed pourrait même changer de langage. Donc aujourd'hui, elle a raison effectivement de courir après l'inflation. Elle va finir par la rattraper à un moment, mais au détriment, effectivement, le coût, ce serait sur l'activité. Et le coût de l'activité, le signal d'alarme, ce sera lorsque des créations d'emplois passeraient éventuellement en dessous des 100 000 créations par mois. Et là, ce sera un indicateur avancé du taux de chômage qui se renverserait. Donc, il faut aller jusqu'au moment où, effectivement, on voit que les créations d'emplois se ralentissent, mais ne passent pas, en fait, durablement au-dessous des 100 000, parce que là, les indicateurs vont tous passer au rouge. Et pour conclure là-dessus, Patrice, ce moment-là qu'on décrit, c'est un moment pour la deuxième partie d'année 2022. Il y aura un autre monde à un moment dans cette année 2022. Il y a un rendez-vous avec le marché de l'emploi en 2022. Et j'espère que ce moment-là sera repoussé. L'habilité entre l'injection budgétaire, il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup plus en Europe, et le resserrement monétaire va déterminer effectivement l'agenda ou le calendrier. Merci beaucoup Patrice pour cet éclairage macroéconomique. Patrice Gautry qui est avec nous en plateau, chef économiste à l'Union bancaire privée. Ce qui nous amène à parler des stratégies de marché, des stratégies d'allocation d'actifs avec Alain Bocobza, je le rappelle, Société Générale CIB. Alain, la lecture que vous faites du marché aujourd'hui vous amène à parler d'un nouveau chapitre pour les investisseurs. Alors, techniquement, c'est même le troisième chapitre depuis le déclenchement de la crise pandémique, si on prend mars 2020 comme le début de cette séquence. Chapitre définissons ce qu'est un chapitre pour vous quand on parle justement de logique d'investissement et de location d'actifs, Alain. Un chapitre, c'est une séquence de quelques trimestres dans laquelle les actifs qui bougent, ceux qui montent ou ceux qui ne montent pas, sont très précisément identifiés. Premier chapitre, on est fin mars, début avril 2020, coordination, synchronisation, politique fiscale, politique monétaire. Il fallait prendre beaucoup de risques dans les allocations d'actifs, d'autant que les actifs risqués étaient bradés. Je pèse mes mots. On en avait parlé dans ce studio. Deuxième chapitre, on est à l'été 2021, donc presque une année plus tard. Chapitre dans lequel tout le monde devenait très optimiste sur les prévisions de croissance. Si on reprenait le FMI à l'époque, c'était optimiste. Et on commençait à voir la transition du temporaire vers quelque chose de moins temporaire sur l'inflation. Donc il y avait besoin de commencer à réduire le risque de portefeuille et aussi de monter en puissance sur les protections contre l'inflation. Troisième chapitre, c'est maintenant. On a un constat de surchauffe de l'économie américaine, 8% d'inflation, un demi-million d'emplois créés le trimestre, le mois dernier. C'est pas une récession, c'est une surchauffe. Ouais. Et la Réserve fédérale américaine, le banquier central américain, s'attaque bille en tête à cette surchauffe. D'accord ? Donc de parler de récession,
c'est le chapitre 4. Peut-être. Oui, oui. Mais le chapitre 3 qu'on vit aujourd'hui, c'est d'aller protéger les investissements qu'on réalise d'une agressivité en matière de taux d'intérêt, en matière de réduction des liquidités, parce que la Fed va réduire son bilan, mais surtout une agressivité rarement vue dans l'histoire de la Réserve fédérale américaine en matière de hausse des taux. Et ça, il y a des conséquences importantes. Ça, c'est le troisième chapitre. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, cette agressivité, et c'était le phénomène des derniers jours, dans le phénomène de correction obligataire, on voit des taux longs américains réels ajuster des anticipations d'inflation, alors qui étaient très négatifs il y a encore quelques mois à peine, mais qui sont en train de flirter avec le niveau positif, le niveau du zéro, voire au-delà. Est-ce que ça, justement, c'est une des caractéristiques importantes dont il faut tenir compte dans ce chapitre 3 On va aller droit au but. Quand une banque centrale monte ses taux courts, les taux banque centrale d'alimentation des liquidités dans l'économie, vous avez un processus de montée des taux réels qui s'ensuit, c'est ce qu'on vit en ce moment. Vous avez les anticipations d'inflation cotées, il y a les obligations à taux variable indexées sur l'inflation. Les anticipations d'inflation qui ont beaucoup monté sur les derniers trimestres sont en train de plafonner, voire de baisser un peu. Vous avez un aplatissement de la courbe. Les taux longs montent, mais beaucoup moins vite que les anticipations sur les taux courts. Et dans la déclinaison sur les marchés d'actions, on est en multi-actifs, vous avez les défensives qui font beaucoup mieux. J'ai cru entendre Danone tout à l'heure qui défendait bien. Un élément phare, mais ça fait partie des défensifs. C'est un emblème. Les défensifs font beaucoup mieux que les cycliques, parce que dans le débat qui vient juste d'être animé, il y a des anticipations, on vient de la surchauffe, mais on ne va pas y rester longtemps. Non. Et donc il y a des révisions à la baisse sur les attentes de croissance qui vont pénaliser une partie des cycliques mondiales, notamment américaines. Et on a vu le premier accident cette nuit sur Netflix, c'est une grande cyclique Netflix. Hein. C'est quand vous êtes en difficulté sur votre budget, c'est un des premiers budgets que vous allez couper. Vous pouvez continuer de regarder la télé gratuite. Très clair. C'est de la consommation discrétionnaire. C'est lié à la vigueur de la croissance économique. C'est de la consommation cyclique. C'est de la technologie, mais c'est de la consommation cyclique. Et ça souffre. Moi, ce qui m'a marqué, puisqu'on parle... Hier, Netflix était au plus bas depuis 2019, ce crash de 25% hors marché. Et à l'inverse... Pourtant, là aussi, dans le domaine de la consommation discrétionnaire, on avait un groupe comme Marriott, dans l'hôtellerie, dont le cours de bourse touchait un plus haut historique. Là, on a l'impression d'avoir une fragmentation dans le domaine de la consommation entre un truc très digital, de très forte croissance, Netflix, qui déçoit, et à l'inverse, quelque chose d'une expérience de vie beaucoup plus réelle, quelque chose de beaucoup plus physique, d'une certaine manière, avec l'hôtellerie. C'est-à-dire que même au sein d'un même secteur, il va y avoir des différences très, très importantes de choix à faire peut-être pour les investisseurs. Oui, après nous, on essaie de faire la différence entre ce qu'on appelle les technologies défensives et celles qui sont plus vulnérables. Il y a dans certains compartiments des technologies, des tickets d'entrée qui sont très capitalistiques et très compliqués pour... et d'autres, comme Netflix, vous avez plusieurs offres qui sont arrivées sur les 2 dernières années, concurrentes, je ne les citerai pas, mais il y en a pas mal qui sont arrivées avec des contenus de grande qualité et qui viennent en concurrence sur les prix, sur le content, etc. Donc il y a des parties de la technologie, donc c'est pas tout qu'il faut vendre ou tout qu'il faut acheter, il y a vraiment beaucoup plus de dispersion. C'est le terme qu'on emploie à l'intérieur du compartiment des grandes technologies mondiales, entre celles qui vont être robustes et dites défensives dans l'environnement de ralentissement économique qui s'ouvre et de plus grande concurrence, par définition, et celles qui vont avoir des difficultés à défendre leur prix. Leur prix. Oui, bien sûr. Concrètement, là, si on reprend quand même le schéma d'allocation d'actifs pour ce chapitre 3, donc dans la partie action, il y a la partie défensive, mais on pourra détailler un petit peu. Mais déjà, si on part peut-être des grandes masses, l'exposition action que vous recommandez aujourd'hui par rapport à une exposition obligataire, est-ce que de voir des taux réels américains presque positifs, est-ce que c'est déjà un intérêt pour l'investisseur global, diversifié? Et puis, la poche action, justement, comment est-ce qu'on la dimensionne aujourd'hui? On a réduit l'exposition action pour la 2e fois en un an. Donc là, on est autour de 40%. On était à 65% il y a 12 mois. On n'est pas au minimum de ce qu'on peut proposer. Ça, ce sera peut-être le 4e chapitre, si ce chapitre devait être prédictif d'une récession. Mais on n'en est pas là. Je pense qu'il faut vivre chapitre par chapitre et paramétrer les grandes orientations dans ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on pourrait vivre demain. Il y a trop d'incertitudes, c'est un terme qui a été employé tout à l'heure sur les réactions de politique économique. Je n'ai pas envie de me faire prendre à contre-pied là-dessus. Donc là, ce qu'on vit, c'est qu'il faut réduire l'exposition action
temporairement pour l'instant, on verra si ça dure plus tard. Je ne peux pas prédire les décisions de demain. Et à l'intérieur des marchés obligataires d'État, les obligations souveraines, on est moins en défaut d'attrait sur les États-Unis, sur les obligations américaines, que sur les obligations zone euro. On a fait un grand chemin déjà dans le reparamétrage des attentes de la Fed. Plus personne ne dit que la Fed va rester les bras croisés à ne rien faire. Donc il y a beaucoup d'agressivité qui a provoqué une hausse des taux longs. L'étape d'après, ce sera plus équilibré sur la partie longue. On va au fur et à mesure de la montée des taux courts anticiper moins de croissance économique. C'est bon pour la partie longue des obligations d'État américaines. Alors que le repricing, pour utiliser un terme franglais, de ce qui reste à faire pour la Banque Centrale Européenne reste compliqué. Et donc ça pénalise les obligations, qu'elles soient du corps euro ou de la périphérie, dans la roue. Donc on reste à l'écart des obligations d'État européennes, euro-EN, et on va repondérer sans couvrir du change. Parce que si on se dit que les différentiels de taux d'intérêt Banque Centrale, comme les différentiels de croissance économique restent à l'avantage des États-Unis, dans la période des prochains trimestres, dans le chapitre en cours, reste à l'avantage des États-Unis, même si le dollar est cher aujourd'hui, il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le lâcher. C'est ça. La force, la tendance de force haussière du dollar sans faiblesse, sans faiblesse signalée à ce stade, c'est un mouvement qu'il faut suivre encore aujourd'hui. Jusque chapitre 3, chapitre 4 vous voyez, pour ne pas aller trop loin, parce que j'entends déjà dire dans les échanges que je peux avoir avec nos grands clients, mais l'étape d'après, c'est que la Fed finalement ne pourra pas exécuter tout ce qu'elle dit, donc ça, à ce moment-là, il faudra lâcher le dollar, mais il ne faut pas le lâcher trop tôt, parce que pour l'instant, la Fed, elle exécute. Question de timing. Tout est question de timing. Et le timing est crucial. Voilà, donc pour l'instant, on lâche pas le dollar. Donc on reprend un peu d'obligations américaines, même s'il y a toujours un risque sur les taux longs, mais si on est avec de l'exposition dollar, c'est beaucoup moins risqué. Et on commence à avoir un petit peu de rendement qu'on n'a pas dans les zones euro. Bon, et dans cette poche action, pour conclure, Alain, donc on a parlé des défensives, mais comment, là aussi, comment est-ce qu'on compose aujourd'hui une poche action dans l'allocation d'actifs que vous recommandez? Quelles sont les qualités ou les caractéristiques qui vous intéressent dans les marchés actions? Donc, on va avoir une caractéristique globale, plus défensive que cyclique. On va avoir une caractéristique de faire attention aux compartiments très chers. Il n'y a pas que des technos. Il y a des technos dangereuses, mais il n'y a pas que ça. Et on va aller se porter beaucoup plus qu'auparavant sur les valeurs de rendement. Ça peut paraître une stratégie un peu pépère, mais finalement, dans des marchés plus compliqués, dans lesquels les attentes de bêta sur les indices sont moins impressionnants qu'ils n'ont pu l'être, ça va être protecteur. Et il y a des compartiments, des marchés d'actions qui génèrent de gros rendements sécurisés. Nous, on fait ce qu'on appelle du quality income, c'est-à-dire income, c'est la partie gros dividendes dans les marchés d'actions, mais qu'on va filtrer avec la qualité, c'est-à-dire des beaux bilans, à même de sécuriser les flux de dividendes dans les trimestres et les années qui viennent. Et là, vous avez un compartiment qui fait très bien en ce moment, avec des régimes de volatilité très raisonnables, alors que la volatilité monte un peu dans les actions. Donc on va être gros PE, grosse valorisation, contre des choses un peu plus pépères, mais qui passent la période devant nous, et dans lesquelles il y a très peu de positionnement. La plupart des grands investisseurs sont très peu positionnés, et c'est un des éléments discriminants pour identifier le vrai risque de marché. Si personne n'est dessus, on ne peut pas vendre. Et si on cite des exemples sectoriels, c'est quoi? Je vois par exemple le secteur du healthcare qui est au plus haut historique, je vois le secteur des télécoms, effectivement, secteur dont on ne parle jamais depuis des années, sauf pour dire que c'est un secteur qui ne fait rien et qui n'intéresse personne. Là aussi, il y a des comportements de valeurs télécom qui sont beaucoup plus positifs depuis quelques temps. Moins négatifs, en tout cas. Moins négatifs. Relatif au marché, mais rien n'a changé fondamentalement dans ces compartiments, sauf que le regard sur les versements de dividendes, lui, change. C'est pour ça que j'insiste, les grands paramétrages, sur le nouveau regard qu'on doit apporter en disant s'il y a des gros rendements sur dividendes, c'est pas par hasard. Les grandes valeurs de croissance que tout le monde adore, pas de rendement, par définition des grandes valeurs de croissance. Donc là, c'est une opposition. Il y a une partie de ce qu'on appelle le value, mais dans le value, il y a des titres qu'on n'a pas envie d'avoir, il y en a d'autres qu'on a envie d'avoir, et le sous-compartiment des valeurs de rendement filtrées avec des beaux bilans, le quality income, est un compartiment adorable pour passer la période qui s'ouvre devant nous, si on sécurise les versements de dividendes en toute beauté.
Quality Income. Donc c'est voilà, le cœur de la stratégie action dans l'allocation d'actifs que vous défendez pour ce chapitre 3 donc, qui nous intéresse aujourd'hui. Avant le suivant, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup messieurs. Alain Bocobza qui était avec nous en plateau, je le rappelle, responsable monde de l'allocation d'actifs chez Société Générale CIB, et Patrice Gautry qui nous accompagnait également, chef économiste à l'Union bancaire privée. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.